Hey, salut tout le monde, ici Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Nouveau concept, oui, une revue de presse. Je vais commencer ça, une revue de presse agricole. Je vais prendre 5 nouvelles qui m'ont marqué durant la dernière semaine, puis je vais vous le présenter le vendredi matin. Donc, on est aujourd'hui le 27 octobre. Euh, Petite chose, si vous êtes capable, allez l'écouter autant que possible sur YouTube parce que je le fais en mode vidéo, parce que je vais montrer des articles aussi dans les vidéos. Je vais l'expliquer assez clairement pour que ce soit comme visible en parenthèse dans le format audio. Et puis, puis j'aimerais aussi, tant qu'à faire, tant qu'à être sur YouTube, allez liker et allez aussi vous abonner à la page YouTube. Donc, c'est parti. C'est la première fois que j'essaye ça. Fait que, on s'en reparlera plus tard. Donc, nous sommes de retour. Je vais partager l'écran. Donc, la première nouvelle qui m'a marqué, c'est dans la revue Farm Terrio. Donc, dans le fond, il y a beaucoup de revues que je lis qui viennent surtout du Canada, soit de l'Ontario, encore du Canada anglais, du Canada anglais, en fait. Puis souvent, c'est des revues de la famille de Glacier Farm Media. Donc, la même famille dans laquelle le Bulletin des agriculteurs fait partie. Donc, j'ai aucunement à voir avec ces revues-là. Je fais rien que prendre les articles et d'en parler. Donc, la première, c'est sûr que c'est des revues qui sont écrites en anglais. Google Chrome sont bien smart. Ils me le traduisent. Donc, ils nous parlent ici de la différence entre le climat et la météo. Moi, je pensais que la différence entre le climat et la météo, c'était bien simple. Quand il fait froid, c'est la météo. Quand il fait chaud, c'est le climat. Non, non, non. En fait, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. On s'entend. Tu sais, un automne chaud, là, il est écrit est un temps, mais dans le fond, c'est la météo. Un automne chaud est la météo. Des décennies d'automne chaud, c'est le climat. Donc, tu sais, le climat, dans le fond, c'est la moyenne de plusieurs années. C'est pas un événement, c'est le climat. C'est pas de même que ça fonctionne, là. Il y en a bien qui pensent que c'est ça, mais c'est pas de même, surtout que les médias, c'est un peu mal expliqué. Donc, ici, lorsque les médias parlent du changement climatique, une grande confusion peut surgir, ce qui peut avoir un impact négatif sur ce qui doit être fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme il arrive une affaire, puis là, il faut faire de quoi pour plus que ça arrive. Moi, mais tu sais, c'est la météo, on ne peut pas contrôler ça, là. C'est un peu. Fait que je trouvais que l'article qui était dans la revue Farm Terrio, elle expliquait quand même assez bien la différence entre les deux. Puis c'était assez simple, là, il y a l'introduction en disant que un automne chaud, c'est la météo. Des plusieurs, puis voire des dizaines d'automnes chauds, ça, c'est le climat. Mais tu sais, le climat, bon, il est en train de changer, mais tu sais, il a tout le temps évolué. Parce qu'il faut se rappeler, même si on n'était pas là, il 10 000 ans, on était recouvert de glace. La glace a fondu. On n'était pas là. Fait que le climat, pour moi, il y a tout le temps une certaine évolution. C'est sûr c'est sûr que les humains ont peut-être à voir à quelque chose. On est quand même pas loin de 8 milliards de personnes sur la Terre. Là. Fait que c'est sûr qu'il se passe de quoi. Mais, tu sais, penser qu'on puisse tout changer du jour au lendemain, ça, je le crois pas. Ça, je le crois pas, mais pas pantoute. Une autre nouvelle ensuite. Là, il faut que j'arrête ça. J'arrête le partage. Arrêtez le partage. Partager l'écran. Un autre. Euh, Ici, ah oui, encore là, au Canada anglais, encore une fois, il y a le projet de loi C-234. C'est quoi le projet de loi C-234 au fédéral? Dans le fond, c'est pour, donner une exonération de taxes carbone, sur le propane puis le gaz naturel pour l'agriculture, c'est-à-dire pour sécher les grains, puis aussi le chauffage des bâtiments
comme les poulaillers ou les serres aussi. Là, hem, le comité, là, c'est rendu au Sénat. Fait que là, dans le fond, de la manière que ça semble fonctionner, de ce que j'ai cru comprendre, la Chambre des communes, là, a voté pour. Ensuite, ça s'en va au Sénat pour qu'eux autres le votent. Là, il y a eu une petite affaire, au Sénat. Il y en a un qui a dit: «Attends un petit peu», ils ont décidé de mettre un amendement pour enlever les serres et les fermes de chauffage des bâtiments de l'exonération des taxes, de la taxe carbone. Pourquoi? Parce que selon eux autres, il y a d'autres alternatives pour chauffer des bâtiments puis chauffer des serres, comme de la géothermie, comme de la biomasse ou d'autres choses. Sauf que le problème, c'est que ça convient peut-être pas à tout le monde. Tu sais, on s'entend que chauffer au propane, c'est assez simple. Bonbonne, unité de chauffage. Ça s'arrange tout seul, ça marche de manière automatique. La biomasse, oui, c'est un beau système, mais ça coûte de quoi, là? C'est encore assez cher, là. Tu sais, j'en connais un, c'est pas bien ben loin. Il fonctionne à biomasse, mais tu sais, il y a plusieurs poulaillers, plusieurs maisons qui sont connectées là-dessus. Ils sèchent son blé d'Inde avec ça. Mais tu sais, il est capable de le rentabiliser parce que là, il s'en sert beaucoup, puis tu sais, il chauffe même, je pense, les poulaillers d'un de ses voisins. Mais, tu sais, rien que pour une petite serre, s'installer, une biomasse pour ça, oh! Tu sais, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est ça, ça convient pas à tout le monde. Tu sais, je peux bien croire que oui, il y a des alternatives, là, mais à un moment donné, tu sais, il faut être un peu logique là-dedans, là. Puis la partie qui est plate aussi là-dedans, c'est qu'au Québec, cette projet de loi-là, elle nous touche pas parce que le Québec fait partie d'une autre sorte de comité. Puis, nous autres, dans le fond, on paye une taxe carbone, mais juste au Québec, parce que le Québec fait partie d'une espèce de marché d'échange de carbone avec la Californie, une patente du genre. Fait que c'est pour ça que nous autres, ça ne nous touchera pas. Mais tu sais, là, présentement, j'ai reçu mon premier bill de propane cette semaine. On paye sur mon bill était écrit 8 cents et demi du litre de taxe carbone sur le blé d'Inde que je sèche. Puis là, tu sais, nous autres, le blé d'Inde, il est coté à la bourse de Chicago. Tu sais, on s'entend que la bourse de Chicago, eux autres, là, ils se foutent pas mal de notre taxe carbone, là. Fait que, tu sais, c'est nous autres qui l'absorbent, là. On peut pas vraiment le refiler à quelqu'un. Tu sais, c'est un peu ordinaire, là. Puis, tu sais, on en a besoin pour sécher le grain. Puis ça va m'amener aussi à un autre sujet. Oui, oui, oui. Hem, Ça ici, là, il va falloir que je me prenne une autre sorte d'application parce que je me rends compte que c'est pas le best pour faire des partages, d'écran. Donc, ça ici, une nouvelle qui est apparue, qui a fait la front page dans le fond de la terre de chez nous de cette semaine. Et oui, le maïs en crible, une récolte plus écologique. Bon, c'est bien beau là, des cribs là, ça fait, tu sais, je veux dire, moi en tout cas, je crois pas à ça là. Tu sais, dans les années 70-80 là, il y avait pas beaucoup de silos, tu sais, les séchoirs, il y avait pas grand-chose. Tu sais, c'était ça, à ce moment-là. Là, aujourd'hui, tu sais, sécher en crible, bon, là, ils disent, eux autres, dans l'article, que tu as un gain de poids spécifique. Ouais, mais tu sais, dans les années 70-80, tu récoltais du maïs à 35, même 90. Fait que, puis là, les séchoirs étaient moins performants qu'aujourd'hui. I Là, oui, tu sais, c'était pas, tu sauvais du gaz, oui, mais là, tu sais, aujourd'hui, on récolte du maïs à 22-23. Il y a plus grand gain de poids spécifique qu'à aller chercher là, là. Fait que, je pense que c'est du gros, gros, gros taponnage. Tu sais, là, tu charries l'épi, donc il y a beaucoup d'air dans le voyage, plus l'épi, plus le grain. Fait que, tu sais, tu charries pas grand-chose de la shot, ça te prend de la main-d'œuvre pas mal. Puis anyway, ça te prend une batteuse pour récolter tes céréales, récolter ton soya, puis égrainer ton blé d'Inde, puis battre le blé d'Inde qui rentre pas dans le crib. Fait que là, tu dédoubles la machinerie, plus toutes les petites boîtes à grains, puis toutes les setups, puis tout, puis tout, puis tout. Fait que, ouais.
moi, en tout cas, tu sais, tu vas sauver du courant, tu vas sauver du gaz, mais tu le manges en temps. Tu le manges carrément en temps. Tu sais, je veux dire, c'est comme, il y en a un qui me disait ça. C'est comme si on revenait à bouillir de l'eau d'érable sans osmose. Parce que dans le temps, ils faisaient ça, puis tu avais un meilleur goût. Ah ouais, avec des pannes à souder au plomb, puis tout, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a évolué, là. Tu sais, nous autres, on marche encore au bois, cabane à sucre, mais on a un poêle, un F5 de la pierre, là, quelque chose à haute efficacité énergétique. Puis on sépare l'eau. Tu sais, ça a l'air de rien, mais séparer l'eau, on sauve du bouillage en tabarouette, là. Mais tu sais, à cette heure, avec des hybrides qu'on récolte beaucoup plus secs que dans les années 70, 80, 90. Puis là, on s'entend que depuis 2020, 2020, 2021, 2022, quand on a fait le blé d'Inde, il faisait chaud dehors. Ça a l'air de rien, mais quand il fait chaud, tu sauves du propane en tabarouette. Parce que, tu sais, moi, mon séchoir, je l'ai ajusté pour qu'il chauffe à 180 degrés Fahrenheit. Donc, plus que l'air rentre chaud, moins que ça y prend de propane pour monter à ça à 180 Fahrenheit. Puis en plus, quand il fait chaud, le grain aussi, il est chaud. C'est pas comme 2019. 2019, là, le grain rentrait gelé, tu avais un peu de neige puis de glace dans ton blé d'Inde, puis l'air était extrêmement froid. Hey, on séchait à -20. Plus jamais me refaire ça, là. Plus jamais, plus jamais. Puis cette année-là, j'avais même laissé du maïs debout dans le champ. Je l'ai battu au printemps. Je l'ai récolté à 13. Puis le MAPAC ont fait des suivis. Mon maïs, avant, je veux dire, au mois de décembre, quand ils sont venus l'échantillonner la première fois, il était à peu près à 63 kilos à l'hectolitre. Et puis, une fois à récolte, j'étais rendu à 68 à peu près, ou 66. Mais tu sais, le gap n'était pas tant là. Tu sais, quand un maïs se finit mal, mettons, s'il classe échantillon, pense pas qu'il va aller chercher un grade 2 rendu dans le crible, là. Parce que quand il est échantillon, il n'est pas bon. Quand la différence entre l'échantillon puis le grade 5 puis toutes les autres, c'est que si tu égraines ton maïs, il casse l'échantillon, si tu le mets dans l'eau, il va flotter sur l'eau. Donc, quand tu y enlèves de l'humidité, tu sais, l'amidon est vraiment pas dense. Si tu y enlèves de l'humidité, il perd du poids spécifique. Fait que tu ne penseras pas sauver une récolte échantillon en le crissant dans un crible. Puis en plus de ça, tu sais, les machines, c'est vieux. Ils s'en fabriquent à peu près plus. Il y en a peut-être en Europe, mais tu sais, il n'y a pas de dealer de ça ici, là. Puis, tu sais, il y avait New ID qui avait fait de quoi dans le temps? Le Unisystème. Tu avais une cabine puis un moteur, puis tu changeais le kit dessus. Fait que tu peux mettre une casseuse à blé d'Inde, tu enlevais ça, tu mettais une fourragère, tu enlevais ça, tu pouvais mettre une batteuse là-dessus. C'était bien pensé, mais tu sais, c'était peut-être pas sûr que c'était super, super, super fiable aussi, là. Puis, tu sais, dans le temps, quand ils commençaient à récolter dans un crible, ils ne se faisaient pas de soya. Là, ça, tu sais, on fait du soya, puis quand on finit le soya, on saute dans le blé d'Inde. Fait que là, tu vas perdre beaucoup de temps à aller battre ça dans un crible. En tout cas, moi je ne crois pas à ça. Je parle à du monde, il n'y a personne qui jalouse ça non plus, là. Il n'y a personne qui pense à s'en bâtir puis s'équiper pour ça non plus. Fait que, tu sais, oui, c'est écolo et rentable. Ben oui, c'est comme bouillir pas d'osmose. Tu n'as pas d'affaire à acheter un osmose. Tu sais, c'est rentable, là. Tu sais, ben oui, c'est sûr, tes pannes ont 50 ans. C'est sûr que c'est rentable, tu n'as pas rien dépensé. Ou encore revenir aux chaudières, sauf pas dans l'étable, là, tu sais. Non, 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 moi, en tout cas, je suis pas là, mais pas en tout, pas en tout, pas en tout. Fait que tant mieux pour ceux qui en font puis qui trippent là-dessus, là. Moi, en tout cas, j'y crois pas, mais pas pantoute, là. Tu sais, surtout que moi, tu sais, je travaille pas mal tout seul, là. Là, ça prend une méchante grosse équipe quand tu fais une affaire de même, là. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas pour moi. Donc, c'est ça pour ça. Arrêter le partage. Ouais, ouais, ouais. On va travailler ça, on va retravailler ça. Ici, dans le bulletin des agriculteurs, tout le monde connaît sûrement Paul Caplette. Ben oui, lui, il tient un blog dans le bulletin des agriculteurs. Ah, ça a plus d'allure de même. Euh, il tient un blog dans le bulletin des agriculteurs. Ouais. Euh,
Puis dans son dernier blog, ça a attiré quand même pas mal de commentaires sur sa page Facebook à Paul. Passer de la production de soya IP au soya OGM. Parce que moi, j'en ai déjà fait du IP. La dernière année, c'était en 2016. Bon, plusieurs détails qui ont fait que j'ai changé d'idée. La première, quand on vend du soya, tu as la bourse de Chicago, tu as la base de prix qui va comprendre souvent, mettons, la base de prix qui est en US, plus l'échange d'argent, plus la prime. Fait que là, il y a pas mal de choses. Mais si on prend juste la base, dans ce temps-là, il offrait moins que pour du Roundup Ready. Parce que nous autres, là, aussi que j'habite, là, je suis proche de Sorel, je suis proche de Trois-Rivières, je suis proche de Bécancour. Fait que, tu sais, pour aller livrer du soya dans ces grosses places-là, j'ai quand même un avantage. Ça, c'est pour le soya Roundup. Donc, la base de prix était plus élevée. Puis mon soya IP, à ce moment-là, en 2016, la base de prix était plus basse. Là, en plus, il faut que j'entrepose le soya jusqu'à temps qu'eux autres, ils veulent l'avoir. Là, j'ai pas de prime pour l'entreposage. Et puis, il faut que je paye le transport en plus. Parce que dans le Roundup Ready, là, la base de prix, oui, était plus élevée, mais le soya était pris dans le cours. J'avais pas un chèque à faire au transporteur, là, contrairement au soya IP à ce moment-là. Fait que là, toute ta prime que tu recevais, là, elle se faisait manger par le transport, l'entreposage, puis en plus que la base de prix était plus basse que le Roundup Ready. Fait que tu gagnes à quoi? Je gagnais pas grand-chose, là. Fait que, puis en plus de ça, comble de malchance, j'étais tombé cette année-là sur une mauvaise variété. Le soya, il était beau. Il avait une belle longueur, tabarouette. Rentre là-dedans avec la batteuse, pas de rendement. Ben voyons donc. Ça se peut pas. Crime, puis je le dis souvent, là, du soya, il ne faut jamais se fier au look, là, jamais. Mais là, c'était vraiment le cas, là. Il était tellement beau qu'il a oublié il a fait tellement de feuilles qu'il a oublié de faire des gousses puis des bines dedans. Fait que là, c'était la dernière année. J'ai arrêté le soya IP de mon bar. Oui, je fais juste du Roundup. Je fais des contrats de semences aussi. Mais je fais juste du Roundup. Là, tu peux faire plusieurs variétés parce que si jamais tu en pognes une pas bonne, mais au moins tu peux te réchapper avec les autres. Puis tu peux tout mettre ça dans le même silo. Puis s'il y a des grains de blé d'Inde dedans, c'est pas grave non plus. Fait que là, tu sais, tout le monde prend un goût à ça, là. C'est pas ben long, là. J'étais pour faire une comparaison pas mal boiteuse, mais on la fera pas. Donc, c'est ça. Fait que là, Paul, il a fait longtemps du soya IP. Cette année, tu as juste en Roundup. Tu sais, cette année, on est arrivé avec une année un peu bizarre parce que le soya a mal mûri un peu. Souvent, on avait des tiges vertes. Quand tu fais du soya IP, faut pas que tu tâches ton grain autant que possible. Fait qu'il faut que tu attendes que ta canne mûrisse comme faut. Fait que là, dans le Roundup Ready, qu'elle soit tachée, c'est pas ben grave. Fait que même la tige est verte, ça marche, le soya est sec, on bat. Fait que, tu sais, plein de trucs de même là, qui fait que c'est pas ben long que tu changes d'idée de passer au soya IP, au soya Roundup. C'est plate pour les producteurs pas pour les producteurs, mais les exportateurs de soya IP. J'imagine que de trouver de plus en plus de producteurs pour faire produire le soya parce qu'ils ont des contrats de vente, ça doit vraiment pas être évident. Hem, Surtout comme dans le cas de quelqu'un qui fait battre à forfait, c'est tout bien plus simple de faire du Roundup. Puis le forfaitaire, c'est beaucoup plus simple aussi. Pas d'affaire à faire le ménage de la batteuse à tous les fois avant de changer de client ou quoi que ce soit. Ou d'avoir deux batteuses, une batteuse pour faire du Roundup puis une batteuse pour faire du IP. Mais c'est pas pire, mais sauf que c'est tout le temps le trouble aussi de l'entreposage. Puis ci, puis ça, puis tu sais, ça convient vraiment pas à tout le monde. Ça convient vraiment pas à tout le monde. Puis des fois, c'est ça, la prime est mangée de tout bord, de tous côtés. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que les rendements sont moins élevés aussi. Fait que c'est un peu moins tentant dans ce temps-là. Tu sais, quand une fois que tu as tout calculé, là, puis souvent le soya au Roundup, ben, tu arroses au Roundup, ça fait un beau ménage. Heu, Ça arrive des fois, il y a des années, tu fais des herbicides, des fois après lever ou en post-levé, quand dans le soya IP. Oh, ça travaille pas tout le temps bien, puis des fois, tu récoltes, ben, c'est un petit peu plus de mauvaises herbes, des affaires de même, fait que ça peut tacher le soya.
Puis un autre détail que Paul parle aussi dans son blog, c'est les IRS puis IRE. Ça, c'est l'indice de risque pour la santé et l'indice de risque environnemental. Ça, vous pouvez consulter ça via le site internet de Sage Pesticides. Tapez ça dans Google si vous voulez aller voir. Tous les herbicides, tous les pesticides, c'est-à-dire, sont classés là-dedans avec le IRS puis le IRE. Donc, l'indice de risque pour la santé, pour nous autres, quand on l'utilise, et pour l'environnement aussi, au niveau des abeilles puis de la vie aquatique, ces affaires-là. Donc, tous les pesticides sont classés là-dedans. Fait que, allez consulter Sage Pesticides. Ça peut vous éclairer peut-être sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, une nouvelle un peu dans l'insolite. Ça, j'ai trouvé ça vraiment amusant. Encore dans la terre de chez nous. Euh, à Beaumont, pas loin de Lévis, une étable en forme de château. Ça, j'ai trouvé ça vraiment capoté. c'est c'est beau. C'est beau, c'est original. Il a même mis de l'eau autour de l'étable, c'est comme creuser un canal pour faire comme un vrai château. Ah non, j'ai vraiment trouvé ça hot, là. Je ne sais pas, tu sais, dans l'étable, ben, dans l'article, il parle que là, c'est une production de bœuf. Ça en va plus vers le Wagyu. Vente à la ferme, puis ça va faire aussi une belle, tu sais, une belle image de marque, je pense, là. Tu sais, l'image du château, là, sur les emballages de viande, par exemple, là, ça va être vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment original. Peut-être que c'était plus cher à bâtir, je ne sais pas. C'est pas mon problème. Mais puis la traîne de skidoo, ça a l'air qu'elle passe pas mal proche de là aussi. Donc, moi, en tout cas, comment il s'appelle déjà? Lui, c'est Monsieur Labonté, je pense. C'est-tu Alexandre Labonté? En tout cas, moi, je te lève mon chapeau. Vraiment original comme étape. Et puis, le nom de la ferme, attends un petit peu, Ali James Castle Farm. Fait que ça aussi, c'est quand même pas pire le nom de ses enfants avec le Castle Farm. Moi, je trouve ça, tu sais, un nom anglophone, moi, je me souviens quand que j'ai parti ma compagnie d'excavation, je voulais appeler ça CD Excavation. CD pour mes initiales. Mais ça va pas passer au registre des entreprises parce que CD, pour eux autres, ça avait une connotation trop anglophone pour compact disque. C'est mes initiales, esti. Il n'y avait rien là, là. Il n'y avait rien de grave là, là. C'est mes initiales. Mais non, ils l'ont refusé, colique. Fait que pour que ça puisse passer, il fallait que je me crée à ce moment-là une compagnie à numéro. Puis là, je pouvais la nommer comme que je voulais. Fait que probablement que c'est ça, là. Je suis pas sûr que Ali James Castle Farm, il n'y a pas de Inc. après. Fait que c'est probablement dans autre nom dans le registre des entreprises que c'est là qui est le nom de Castle Farm. Donc, hey, en tout cas, chapeau à ce producteur-là. Vraiment original. J'ai envie de passer devant, rien que pour aller voir ça. Là, je trouve ça original. Je trouve ça. C'est beau. Je la trouve belle. Je la trouve vraiment belle, la table à ranger de même. Là. C'est vraiment hors de l'ordinaire. Donc, sur ce, c'était ma première revue de presse agricole. Si jamais vous avez des nouvelles à me proposer, des affaires qui peuvent sortir un peu hors de l'ordinaire, euh, mon courriel est écrit en haut. Et puis, si vous voulez vous abonner aussi à mon Patreon, l'adresse est ici également en haut. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller liker et vous abonner sur YouTube. À la prochaine. Salut!